et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Et je dois avouer qu'il va être assez long, ou en tout cas assez fourni, puisque c'est la première fois je crois que je lis autant en un mois, étant donné que j'ai lu 7 livres. Alors ça paraît énorme, c'est vrai que j'ai lu de petits livres, enfin énorme pour moi j'entends, donc c'est vrai que j'ai lu de petits livres et un graphique, enfin dont un graphique, mais quand même, je trouve que par rapport à mon score qui est d'habitude de 3 à 5 livres, et bah 7, ça fait quand même assez de livres et assez de lectures, et des lectures assez variées. Voyons ça tout de suite. Alors pour commencer, je me suis dit que j'allais terminer une duologie que j'avais prévu de terminer pour le Tarot Books Challenge, qui lui se finissait fin mai. Mais j'avais vraiment envie de lire Gemae, le tome 2 d'Audrey Wessel-D'Inger. Et donc je l'ai lu tout simplement. Donc Gemae, c'est une duologie, voilà. Donc on a ici le tome 1 et puis enfin le tome 2, donc, avec lequel se clôture la duologie. Et donc dans Gemae, on suit la princesse Ewendine, qui est une princesse dans le premier tome tout à fait naïve et très imbue d'elle-même, et qui vit dans un monde dans lequel la magie des gemmes est interdite, parce que en fait la magie se fait avec des gemmes, on produit des pierres et puis on fait de la magie quoi, voilà. Et cette magie est interdite parce que par le passé elle a créé des guerres, des conflits très sanglants et donc voilà, les dirigeants des royaumes ont décidé de l'abolir, parce que oui, Gemae c'est de la fantaisie. On a donc une quête de fantasy assez classique entre guillemets, avec un groupe de personnages qui doit venir à bout d'une guerre, d'une mission particulière. Et donc là, le chef, la tête du groupe, c'est donc Ewendine, cette princesse que tout le monde aime détester. Voilà. Alors je dois avouer que l'entrée dans le tome 2 a été assez compliquée, déjà parce que ma lecture du tome 1 remonte un petit peu, et puis parce qu'il y avait aussi de nouveaux personnages. Alors certes, Audrey a au début de son roman, de ce deuxième tome, fait un petit résumé du tome 1, donc ça m'a été très utile, je dois l'avouer, mais pas suffisant pour moi qui ai peu de mémoire. Et puis surtout en fait elle attaque de suite avec de nouveaux personnages, donc j'ai été un petit peu perdue, mais rapidement j'ai remis le pied à l'étrier et je me suis remise dans l'histoire. Je trouve que ce tome clôture très bien la duologie. Elle se finit quand Audrey m'a donné le livre, enfin elle m'a donné, après me l'avoir dédicacé, elle m'a dit je suis désolée. Elle se finit bien au sens où c'est la fin, c'est une fin logique, bien sûr l'auteur a toujours des choix à faire et il fait ce qui pour lui semble le plus juste en fonction de ce qu'il a écrit avant et de ce qu'il a en tête. Voilà, donc c'est un choix qu'elle a fait, il est totalement justifié, mais évidemment il vous laisse complètement HS à la fin. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution des personnages. Cette princesse qu'on adore détester dans le premier tome, déjà dans ce premier tome elle évolue, dans le second davantage encore. J'ai bien aimé les personnages secondaires qui prennent encore plus de place ici. Et voilà, que dire, le monde qu'a créé Audrey est également très fouillé. Vous avez une carte au début. Donc voilà, on est sur Nayel, et plus précisément donc Ewendine c'est la princesse de Melfolier, voilà. Et on découvre un petit peu ce royaume encore une fois, enfin ce monde encore une fois, dans ce second tome. J'essaie de voir si j'oublie rien. Non, a priori j'oublie rien, voilà. Et donc pour toutes ces raisons, pour le fait que j'ai eu un petit peu de mal à revenir dans l'histoire, mais que finalement j'ai bien aimé, pour le fait que c'était peut-être un petit peu plus court que le tome 1 et que donc ça m'a manqué un peu cette fameuse fin où on se dit qu'on en aimerait bien plus sur cet univers, pour toutes ces raisons j'ai mis à ce tome la note de 16,5 sur 20. Le second livre que j'ai lu, c'était encore de la fantaisie, parce qu'en fait, au sortir de Gemae, j'avais envie de rester dans la fantaisie, dans ces univers complètement inventés qui se détachent d'une autre, mais qui, mine de rien, nous le rappellent par certaines manières, par certaines choses qui s'y passent. Et donc j'ai choisi de lire L'épée de vérité, le tome 10, Le fantôme du souvenir de Terry Goodkind. Alors, peu importe la façon dont vous prononcez le nom de l'auteur, je l'ai ici donc dans sa version de poche. Je préfère personnellement les versions, les grands formats, mais il se trouve que les poches c'est moins cher et puis surtout en fait c'était un cadeau. donc quand c'est un cadeau on prend, surtout quand on l'a réclamé, hein, donc voilà. Donc dans ce tome, en fait dans le tome précédent,
la chaîne des flammes, on a les deux héros qui sont Richard et Callan, qui sont séparés et tout le monde a oublié l'existence de Callan. Callan qui est là depuis le tome 1-1, donc voilà, et qui est accessoirement l'épouse de Richard et en gros la reine du monde, quoi, voilà. Et donc dans le tome précédent, le 9, seul Richard se souvient de Callan, mais tout le monde l'a oublié et elle est un peu absente de ce tome 9. Ici elle est davantage présente puisque on a bien compris dans le tome 9 qu'elle existe, hein, voilà. Et Richard, bah, il doit absolument la retrouver, c'est sa femme, il l'aime, etc. Et voilà, et donc c'est elle plus ou moins le fantôme du souvenir, mais pas que, puisqu'il se passe plein de choses dans ce tome qui vont rappeler à Richard qui il est, mais également d'où il vient. Richard, c'est un sorcier de guerre qui existe lui aussi dans un monde avec une carte. Et ouais, la fantasy, il y a souvent des cartes. Donc voilà, j'espère qu'on a bien vu. Et donc Richard, en fait, c'est un peu en gros le maître du monde, c'est le seigneur Rahl, mais c'est le maître du nouveau monde. Dans l'ancien monde, il y a un autre maître, un espèce d'empereur complètement fou et tyrannique qui veut s'approprier le nouveau monde également et qui marche avec son armée de soudards sur le nouveau monde. Et Richard doit absolument l'en empêcher en tant que seigneur du nouveau monde. Le souci c'est que il se sent bien seul, sans son épouse, que de plus en plus de villages et de villes et tout ça, ça tombe entre les mains de cet empereur tyrannique. Et Richard, lui il est tiraillé entre le fait d'aller faire la guerre contre cet empereur pour éviter à son monde de sombrer dans le chaos et la recherche de sa femme. Il pense que tout cela est lié mais il sait pas trop comment et donc ici on a des souvenirs. Il est donc le seul et unique sorcier de guerre, c'est un sorcier très puissant mais c'est un sorcier qui ne maîtrise absolument pas ses pouvoirs et donc encore une fois il doit aller chercher des informations là où il ne pensera jamais les trouver et voilà. Et j'ai bien aimé cette lecture, franchement c'est un gros pavé mais je l'ai dégommé en une dizaine de jours donc pour moi je trouve que c'est pas mal, enfin vous allez voir tout à l'heure qu'il y a pire, ou mieux, je sais pas, ça dépend. Et voilà, donc on a ici deux hommes encore une fois qui vont s'opposer, donc Richard d'un côté qui est bienveillant, qui est le bien incarné hein, évidemment, la magie, et puis de l'autre côté nous avons l'empereur Jagang, je sais pas si ça se prononce comme ça mais bon, voilà. Qui lui est donc le mal incarné, il marche dans les rêves parce que lui aussi il a un petit pouvoir, mais il combat la magie, il veut l'abolir parce que elle n'est pas accessible à tous et que donc à partir de là il faut la détruire puisque elle peut à tout moment venir à bout des hommes. Donc voilà, deux hommes, deux idéologies, deux philosophies qui s'affrontent et qui s'affronteront encore au cours des tomes qui vont arriver et que je vais lire bien évidemment parce que l'épée de vérité c'est quand même une saga addictive, il y a 15 tomes, j'en suis au 10e, je pense que je vais y arriver, c'est une évidence, mais après qu'est-ce qui va m'arriver je ne sais pas parce que malheureusement l'auteur est décédé, il avait commencé une autre saga mais je m'égare. Bref, j'ai mis à ce tome la note de 16 sur 20, c'est un bon tome. Mais voilà, je trouve qu'il manque un petit peu d'action quand même, je me rends compte que j'ai même pas regardé mes notes. Voilà, ça y est, ouais, j'étais en train de vous le dire, il manque d'action, c'est pour moi un tome de transition. Je vous ai parlé du tome 9 avant, et en fait celui-ci, je pense qu'il annonce surtout le tome 11, et donc voilà, je pense que c'est cette effet transition qui m'a un petit peu déçue, mais 16 c'est une bonne note parce que quand même j'adore les personnages, j'adore la façon dont c'est compté, et j'adore cette saga, voilà, tout simplement. Alors je vous le disais en introduction, j'ai lu également un graphique, et c'était le 23e tome de la saga Elf, Le goût de la mort, alors ici par Perru Bilot et Jacques Moir. Et pourquoi est-ce que je l'ai lu? Parce que, attendez, il m'a été dédicacé. Avec, s'il vous plaît, une dédicace illustrée, bien sûr. Donc, dans les elfes, en réalité, on est dans un monde avec 5 peuples d'elfes. Alors il y a beaucoup plus hein, parce qu'ils ont étendu cet univers avec des orques, avec des mages, avec des nains. Non, les nains ça a été les premiers. Et voilà. Mais les elfes c'est quand même la saga de base. Et ici on a les elfes blancs puisqu'on a donc 5 peuples d'elfes à la base. Qui sont les elfes bleus, les elfes sylvains, les elfes blancs, les semi-elfes et les elfes noirs. Je crois que j'ai oublié personne. Non, c'est bon. Et donc ici les elfes blancs qui sont les elfes normalement, je crois que ce sont les premiers elfes, et donc ils sont gentils, etc. Et elle,
elle est spéciale. Déjà on le voit, elle a des ailes. Or les elfes n'ont pas d'ailes normalement, c'est parce qu'elle est le fruit d'une union entre certes deux elfes, mais dont l'une était habitée par la noirceur. Donc voilà, elle est un petit peu monstrueuse, ce qui fait que dans ce tome on a des personnages qui ne sont ni gentils ni méchants. Elle se sent responsable du réveil des géants ici et doit les remettre un petit peu dans leur boîte, mais on apprend pourquoi ils sont là, qui les a amenés, et c'est peut-être pas si mal, mais peut-être que si. Enfin bref, on est vraiment dans un questionnement. Ce qui est surprenant aussi dans ce tome, c'est qu'on oscille vraiment entre les univers, puisqu'il est assez sombre. Généralement ce sont les tomes sur les elfes noirs qui sont sombres. Il y a pas mal de sang également, enfin il y a des scènes assez horribles. On a des touches de bleu parce qu'ils prennent le bateau, donc là ça fait penser aux elfes bleus. On a pas mal de scènes en forêt, puisqu'elle est reliée aux animaux, cette jeune elfe. Donc ça fait penser aux elfes sylvains. En fait je crois que les seuls elfes auxquels on ne pense pas, ce sont les semi-elfes dans ce tome-ci. Et on a également un orquelin qui est un... si j'ai bien compris, alors j'ai regardé sur les orques et gobelins, c'est le résultat entre un mariage orc et gobelin, voilà. Qui est un petit peu son garde du corps parce que c'est une elfe blanche, elle est ultra puissante, elle est le seul espoir de combattre donc ces géants, mais elle est tellement puissante qu'elle fait peur aussi. Donc voilà pourquoi on est entre gentil et méchant. Et ma foi j'ai bien aimé cette idée là. Par contre voilà, c'est une petite lecture, il y a très peu de pages, je trouvais que c'était pas assez abouti, peut-être qu'on n'allait pas assez au bout des choses, qu'on n'apprenait pas assez sur les personnages. Donc ce que j'aime c'est qu'il fait le lien entre tous les mondes elfiques, plus ou moins donc, mais voilà, je trouve que ça va beaucoup trop vite, qu'on aurait pu développer davantage, ouais c'est ça en fait, ça va tellement vite, je suis en train de réfléchir à la fin, ça va beaucoup trop vite. Moi il m'en aurait fallu plus, que ce soit davantage développé, et c'est pourquoi j'ai mis à ce graphique, à ce tome-ci, la note de 15/20. On en arrive ensuite à ma meilleure lecture du mois de juin. Je l'ai prise un peu par hasard, j'avais croisé l'autrice, à force de se croiser en salon, on discute souvent et tout, et je l'aime bien, et puis ces romans, je lui disais « Oh, j'aimerais bien te les acheter, mais ils sont trop chers », elle me dit « Mais non, regarde, 17 €, enfin bref, je vous l'ai déjà raconté, et donc j'ai lu Mise en bouche de Mélodie Max, qui est le premier tome des aventures de Meya Deblon. Alors je comprends jamais comment on prononce son nom de famille, même Meya, moi à chaque fois j'ai tendance à dire Maya, enfin bref. Donc qui est Meya Deblon? C'est une... c'est elle déjà, c'est une démone de la gourmandise qui ici va se retrouver accusée du meurtre de son client. Parce que Meya, ça fait 1 an je crois, ou 2 ou 3, bref ça fait pas longtemps qu'elle est sur Terre et elle travaille dans une agence qui s'appelle 4Stars et qui donc est une agence de relations publiques pour les stars. Et son client en date, là, c'est aussi son amant et en fait elle va se réveiller à ses côtés et lui il est mort après qu'ils ont forniqué. Voilà. Donc elle est évidemment accusée de meurtre, tout l'accuse, hein. Même ses propres souvenirs, en fait, elle a fait un rêve, c'est le début, hein, donc je vous le raconte vite fait, hein, elle a fait le rêve comme quoi elle le tuait, donc la façon dont elle le tue et ce qu'ils ont fait avant. Et j'ai adoré, franchement, ce roman. C'est un excellent roman d'urban fantasy. On a tous les codes qui sont respectés, une héroïne badass, magnifique, tout le monde rêverait d'être comme elle, mais en même temps, elle l'est un peu trop, elle surjoue et du coup ça lui retombe sur le coin de la figure. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est l'humour qui est distillé tout au long de ce roman. Parce que comme je vous dis, l'héroïne c'est super badass, mais elle a aussi énormément d'humour. Et puis parfois c'est à son, pas désavantage, mais je sais plus comment on dit là tout de suite, j'ai perdu le mot. Enfin bref, c'est contre elle, l'humour, que ça retombe. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont les en-têtes de chapitres. Je vous en ai déjà lu une, mais je crois que je vais vous en lire une autre. On va faire le premier chapitre, hein, c'est le prologue. Donc les en-têtes de chapitres sont comme ceci. Sans alcool, la fête est plus folle. Slogan publicitaire pour une boisson festive. On sait tous de laquelle il s'agit, enfin il me semble, hein, peu qu'on ait vu une fois la pub. Voilà. Et donc j'ai adoré ce roman, c'est un excellent premier tome d'une saga, il me semble, en 4 tomes qui vient de se terminer. Toutes les couvertures sont aussi magnifiques les unes que les autres. J'ai oublié de dire que c'était chez Bookmark, chez les éditions Bookmark dans leur collection Urban Fantasy. Et franchement, je ne peux que le recommander. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis à ce roman la note de 20/20. Voilà.
Alors je vous disais tout à l'heure que la grosse pavasse de fantasy que j'avais lue, je l'avais lue qu'en 10 jours, etc. On a ici une autre grosse pavasse qui est Le voisin parfait est un enfoiré, que j'ai lu en 3 jours. Il y a plus de 300 pages. Alors l'autre il y en avait 800, hein, donc faites le calcul. Là ça a fait à peu près 100 pages par jour, plus de 100 pages par jour. Je l'ai dégommé, c'est absolument pas mon genre de lecture. Moi je suis plutôt fantasy, fantastique, enfin voilà, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Les romances contemporaines, spicy, c'est pas trop mon genre. Et pourtant celle-là je l'ai mais adorée. On y retrouve ici, alors j'ai oublié de préciser, pardon, c'est de Camilla Simon et c'est aux éditions Addictive. Et pour le coup c'est vraiment addictif, je confirme. Donc on y retrouve ici deux personnages principaux, une fille et un garçon, jusque là on s'en doutait. Avec d'un côté Emmett, lui, le beau gosse tatoué, un petit peu de mauvaise humeur, qui écoute du métal, de la musique rock, hard rock et beaucoup trop fort. Et sa petite voisine, dont j'ai oublié le prénom, Ellie, qui est Miss Maladroite, mais alors complètement, et qui n'est pas fan des goûts musicaux de son voisin, et qui un jour va le voir, lui rentrer dedans, entre guillemets. Et voilà, sauf que mademoiselle, elle est en pyjama, petite culotte, licorne, non pas licorne, attendez, muffin, et que bah elle a fermé la porte de son appartement et qu'elle se retrouve enfermée dehors, voilà. Donc entre eux ça va faire des étincelles, c'est absolument génial. C'est en 2 parties, ce qui fait qu'on voit les personnages évoluer puisqu'on les voit quand ils sont à la fac et ensuite on les voit au travail. Et donc il y a une réelle évolution, une réelle maturité aussi qui se met en place. Alors on la voit pas se mettre en place évidemment puisqu'on fait un bond dans le temps, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri également. Alors entre les punchlines des persos, entre les mésaventures qui arrivent à Ellie parce que la pauvre, mais elle est vraiment malchanceuse au possible. C'est très bien ficelé, les personnages sont très attachants et j'ai passé un excellent moment. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 17/20. Je dis je ne sais pas pourquoi parce que je me disais tiens, avec tout ce que j'en dis ça aurait pu être mieux, hein. Mais voilà, bon c'est vrai qu'il y a quelques facilités, ça reste une romance classique entre guillemets, hein, mais on en apprend énormément sur les personnages, ils sont développés au fur et à mesure du roman. Et voilà, donc c'est quand même très bien recherché, c'est une romance, on va pas se cacher, avec un gars, une fille, forcément ils vont tomber amoureux. Par contre, tout ce qui se passe, moi, à vrai dire, je m'attendais à rien. Et comme dirait le truc, on peut pas être déçu, hein, mais non, clairement, j'ai pas été déçue du tout, et je ne peux que le recommander. Alors ensuite, j'ai lu un roman en numérique, il s'agissait... Désolée, un petit bug, mais il fait super chaud. Il s'agissait donc de Instalove de J.K. Gras, qui était en promo, je sais pas trop quoi, si c'est pas gratuit, enfin bref, sur Amazon et sur toutes les plateformes numériques. Et donc je l'ai pris, d'abord parce que c'est Johanna, et ensuite parce que ça parle d'Instagram et que j'ai un compte Insta, et voilà, c'était une petite romance, on est en plein été, je me suis dit je vais me la mettre. Et la lecture. Et j'avoue que elle était fort sympathique, franchement. Donc on suit là 3 jeunes femmes qui se retrouvent devant le Hero Festival de Marseille de je ne sais plus trop quelle année, et qui discutent et qui se racontent un petit peu leur vie, ou plutôt leur rencontre avec un influenceur assez connu, même très célèbre, hein, puisqu'il est là en dédicace au salon du Hero Festival. Bon, et pas forcément que des gens très célèbres qui y vont, puisque votre serviteuse y va aussi de temps en temps, mais enfin voilà, ce que je veux dire c'est que c'est quand même, en gros c'était la tête d'affiche d'Instagram, donc voilà. Donc parmi ces personnages on a une autre influenceuse qui permet de rentrer un petit peu dans le monde geek, puisque c'est une gameuse et que donc elle joue et c'est une fille, donc ça, comment dire, ça nous fait rentrer dans ce monde là via un... je perds mes mots, via une vision féminine, et c'est-à-dire que une fille qui joue aux jeux vidéo, c'est pas forcément ce qu'on connaît des filles, hein, donc elles s'en prennent plein la figure, mais celle-ci a de nombreux abonnés, et voilà, et donc elle va raconter sa rencontre avec, je sais même plus comment il s'appelle, c'est un père célibataire qui raconte un petit peu sa vie avec sa fille, quoi. Je vous mets ici je crois son pseudo. Voilà, donc elle va raconter son aventure avec lui. Alors je dis aventure mais c'est pas forcément aventure amoureuse, hein. Voilà. Ensuite en deuxième personnage on a une jeune ado
qui elle aussi l'a rencontré, et cette rencontre a plus ou moins changé sa vie. En fait, cette rencontre a changé la vie des 3 personnages, mais de manière très différente. Donc voilà, c'est un jeune ado qui va plus ou moins rassurer la première, entre guillemets, donner des explications sur ce qui s'est passé dans l'aventure de la première, etc. Et la troisième qui, pareil, va venir éclairer la vie de ce personnage qu'on ne voit pas, dont on n'a pas la vie en L apostrophe, mais enfin on le voit, mais disons que c'est pas un des 3 personnages qui raconte l'histoire. Bref, et donc la troisième des filles, c'est une jeune femme qui travaille dans une médiathèque, qui est normalement assez timide, qui reste plutôt chez elle, et qui là se retrouve un petit peu par hasard au Hero Festival, et voilà, et qui va rencontrer ce gars. Voilà, donc en fait ce sont les 3 rencontres de ces 3 femmes avec ce gars, et à travers ça en fait Johanna nous parle du monde des réseaux sociaux, de ce qui peut faire de bien, mais aussi les mauvais côtés, et notamment le harcèlement par exemple. Elle traite beaucoup de sujets dans ce roman, petit roman d'ailleurs, alors je dis petit mais en fait bon voilà, je sais plus combien il fait de pages, mais je crois qu'il en fait pas 200. Ah oui, j'allais oublier, ce que j'ai adoré dans ce roman, mais alors par-dessus tout, ce sont les notes de bas de page. En fait, ce roman, j'ai commencé par présenter le premier personnage qui est une gameuse. Ce roman, il s'adresse essentiellement aux personnes qui sont adeptes de pop culture, c'est-à-dire les jeux, ça peut être aussi la lecture, ça peut être pour le coup tout ce qui est Marvel, DC et compagnie. Donc voilà, tout ça. Et les notes de bas de page s'adressent aux personnes qui ne connaîtraient pas cet univers-là, mais en mode je me fiche un peu de votre figure, pour parler gentiment. Et voilà, et ça c'était trop bien. J'ai bien ri. Alors il y a 1 ou 2 notes de bas de page qui sont moins en mode rigolade, mais plutôt en mode faites attention, le monde des réseaux sociaux c'est dangereux. Alors je dis ça comme ça, mais c'est beaucoup mieux dit bien sûr dans le roman. Et surtout c'est complètement vrai. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le clin d'œil que m'a fait l'autrice, puisque l'adolescente dont il est question a un pseudo qui n'est autre que Stéphie du 13. Alors je ne suis certes pas du 13, mais elle me l'a dit, c'est pour moi qu'elle a fait ce clin d'œil, et je trouve ça super sympa. Voilà. D'autant plus qu'il y avait d'autres choses en fait qui m'ont rappelé ma vie perso dans ce roman, mais bon, peut-être aussi parce qu'on se retrouve tous sur les réseaux sociaux et qu'on a plein de choses en commun, mais enfin voilà, c'est des choses auxquelles on penserait pas forcément, et elle a tapé dans le mille sans doute sans le savoir, puisqu'on se connaît pas non plus énormément, on se connaît, on s'est croisés, on boit un coup ensemble, mais on habite loin quoi, donc voilà. Bref, merci Johanna pour ce clin d'œil, merci aussi pour ce roman, parce que franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, c'était vraiment très drôle, et il mérite d'être lu à bien des niveaux. Voilà pourquoi je lui ai mis la note de 16/20. Roman très rafraîchissant d'ailleurs. Alors en parlant de roman très rafraîchissant, on arrive à ma dernière lecture, qui n'est autre que Plume, Sirène intrépide, un autre roman de Mélodie Max. Pourquoi rafraîchissant? Parce que bien sûr on est avec une sirène, donc dans la mer, donc c'est forcément rafraîchissant. Alors, que vous dire? Plume, je l'ai beaucoup moins aimé que Mise en bouche, parce que Mise en bouche on était sur quasi du coup de cœur. Ici l'écriture est un petit peu différente, je sais pas dans quel ordre ça a été écrit, je sais que ça c'est une réédition, qu'à la base Plume avait été édité chez Livresque Édition, Livresque ayant coulé, couler une sirène, bateau, enfin bref, on s'en fout, allez, ça c'est nul comme... voilà, mais bon, j'ai pas retrouvé la mélodie que j'avais dans Mise en bouche, ce qui est un petit peu dommage, peut-être aussi parce que je partais des très hauts et que c'était difficile. Mais avec Plume, en fait, on a 3 histoires, un petit peu comme 3 nouvelles, qui tournent toutes, cela dit, autour du personnage de Plume. Mais si la première et la dernière sont du point de vue de Plume, enfin du point de vue, on est à la 3e personne, mais bon, c'est quand même elle qu'on suit. La seconde, elle est du point de vue de un certain Maxime, et pour le coup, elle est à la première personne. Et donc c'est le premier amour de Plume, c'est un être humain, et voilà, parce qu'avec Plume, selon moi, on est quand même dans une réécriture de La Petite Sirène. La Petite Sirène en mode Ariel, mais Ariel qui se rend compte que la réalité c'est pas forcément Disney quoi, voilà. Alors sans être pour le coup dans Anderson, hein, il n'y a personne qui meurt, enfin personne qui meurt, voilà, on ne tombe pas en écume, on ne poignarde pas son amoureux et compagnie. Mais bref, Plume, c'est une sirène qui, si elle est très jeune, enfin très jeune,
mentalement entre guillemets dans sa tête, si elle est un petit peu immature dans la première nouvelle, dans la seconde elle évolue, dans la troisième clairement c'est une adulte pleinement. Donc ce côté-là il est très très bien parce qu'on voit l'évolution du personnage. Pour autant j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des dissonances dans les nouvelles, surtout dans la première et la dernière qui sont un peu écrites de la même manière. Donc ça m'a un petit peu dérangée, mais bon, pas tant que ça. Ce que j'ai aimé, comme je disais, c'était cette idée de reprendre l'histoire de Ariel, mais de la faire vraiment évoluer. On retrouve même Polochon, puisqu'on a un poisson, non, un dauphin ballon. Oui, parce que c'est quand même dans un univers de fantasy avec des créatures complètement inventées, hein, donc on n'est pas dans du fantastique, je pense. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Et donc on a un dauphin ballon qui m'a fait énormément penser à Polochon, donc dans le Disney. Donc ça j'ai bien aimé. Voilà, en fait c'était une lecture très sympa, très rafraîchissante, parfaite pour l'été, pas prise de tête. Voilà, je vous la recommande quand même, hein, mais clairement si vous aimez si vous aimez la fantasy, si vous voulez découvrir Mélodie Max, pitié, allez sur Mise en Bouche parce que là c'est... Bref, à ce roman j'ai mis la note de 14 sur 20, vous voyez c'est la moins bonne note de toutes mes lectures, mais voilà, c'est tout. Oui bah c'est comme ça peut pas marcher à tous les coups, hein. Et puis ça peut pas matcher à tous les coups non plus, hein, parce que on aime ce qu'on aime et on n'aime pas forcément la même chose que tout le monde. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, j'ai l'impression un petit peu que si quand même, mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu au mois de juin, ou si vous avez lu l'un de ces livres, si l'un de ces livres vous fait envie, et ben allez-y, les commentaires sont là pour ça. Si ça vous dit, si vous voulez en savoir plus sur ces lectures que j'ai faites, il y a les chroniques écrites que vous pouvez retrouver sur mon site steffiwolf.fr, c'est aussi simple que ça. Je vous y retrouve dès que vous arrivez. Et quant à moi, je vous souhaite maintenant une excellente navigation sur YouTube, un bel été, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!